Qu'est-ce qui a poussé un as allemand expérimenté, à son actif 30 machines détruites, à abandonner son tigre en parfait état de marche et à fuir dans la forêt en marmonnant au sujet d'un démon qui ne se soumet pas aux lois de la physique? Et pourquoi le rapport sur ce combat, qui s'est déroulé sur un pont sans nom, a-t-il été non seulement classifié, mais retiré des archives du ministère de la Défense dès 1947, avec la mention « Conserver éternellement, n'ouvrir que sur ordre spécial ». Nous avons l'habitude de penser que nous savons tout sur la Seconde Guerre mondiale. Les coins blindés, les cartes de l'état-major, les communiqués secs du bureau d'information. Mais il existe des pages qui ne sont pas écrites à l'encre, mais avec quelque chose d'autre. Des pages où la logique de la guerre se brise, cédant la place à quelque chose d'inexplicable. Aujourd'hui, nous allons toucher à un dossier qui a accumulé la poussière pendant 70 ans dans un dépôt spécial. Il contient l'histoire d'un équipage, d'un pont et de 8 panthères allemandes qui se sont retrouvées dans un piège créé non par des généraux, mais par un seul homme qui a décidé que la mort était quelque chose qui arrive aux autres. Êtes-vous prêts à connaître la vérité qui donne encore la chair de poule aux experts militaires? N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, car nous allons révéler les coins les plus sombres de la vérité. Aidez les autres à en savoir plus. Écrivez dans les commentaires sur quoi d'autre vous aimeriez connaître la vérité. Le brouillard au-dessus de la rivière Wisloch ce matin-là était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau et l'étaler sur du pain. Visibilité, 0. L'air humide et froid, imprégné d'une odeur de vase et de diesel brûlé, enveloppait tout autour, transformant le monde en un silence gris. C'était un temps idéal pour une embuscade et un temps idéal pour la mort. Dans ce lait blanc, sur un remblai étroit menant à un vieux pont en bois, s'était immobilisée une masse d'acier solitaire, un char lourd soviétique IS-2. Iosif Staline, deuxième modèle. 46 tonnes d'acier blindé, 122 mm de calibre, capable d'arracher les tourelles des chars allemands avec leurs couronnes. Mais en ce moment, cette bête dormait. Moteur éteint, trappe fermée. Aucun son, aucun mouvement. De l'extérieur, on aurait pu penser que l'équipage avait abandonné la machine, s'était enfui, effrayé par l'armada qui approchait. L'armada approchait, la terre tremblait. Ce n'était pas simplement une vibration, c'était un grondement rythmique et croissant qui faisait vibrer même les dents. Une colonne de chars allemands, l'élite des Panzertruppen. 8 chars Panther dernier modèle, des machines créées pour dominer le champ de bataille. Ils avançaient avec assurance, avec arrogance, sans se cacher. Le commandant de la machine de tête, le Hauptmann Strauss, roulait, sorti de la trappe jusqu'à la taille. Il se sentait maître de la situation. La reconnaissance avait rapporté que la voie était libre. Les Russes avaient battu en retraite, ne laissant qu'une arrière-garde facile à écraser sous les chenilles. Strauss n'avait même pas mis ses écouteurs, profitant de la fraîcheur matinale et anticipant une victoire facile. Il voyait aux jumelles la silhouette du pont, le seul passage à gué sur 30 km à la ronde. Celui qui contrôle le pont contrôle l'initiative. Mais Strauss ne voyait pas l'essentiel, il ne voyait pas ce qui se cachait dans la brume grise à l'autre bout du pont. Il ne voyait que les contours d'un char russe abandonné. Encore de la ferraille, pensa-t-il en souriant. Dans sa conscience, dans son monde construit sur la supériorité de la technique et de la tactique allemande, un char russe solitaire, pointant son frein de bouche vers le sol, ne représentait aucune menace. C'était une cible d'entraînement qu'il suffisait de pousser dans la rivière pour dégager le passage. 8 Panthers contre un seul IS-2 immobile. Les mathématiques de la guerre étaient du côté des Allemands. Supériorité numérique absolue, puissance de feu dépassant celle des Soviétiques de 8 fois. Les chances d'un autre résultat n'existaient tout simplement pas. C'est précisément à ce moment, lorsque la première machine allemande s'engagea sur le tablier en bois du pont, qui grinça sous le poids de 45 tonnes, que l'histoire prit un virage serré, sortant des rails de la prévisibilité, parce qu'à l'intérieur de l'IS-2 abandonné, on ne dormait pas. À l'intérieur de la tourelle de combat étroite, imprégnée de poudre et de sueur, 4 hommes étaient assis, retenant leur souffle, fusionnés avec leur machine en un seul organisme. Ils n'étaient pas des kamikazes, ils n'étaient pas des fanatiques, ils étaient des professionnels qui s'étaient mis consciemment dans ce piège.
Arrêtons-nous et regardons le document numéro 742-S. C'est un rapport du département spécial, rédigé 3 jours après le combat. Il contient une phrase étrange, soulignée au crayon rouge. Les actions du mécanicien conducteur, garde-chef Viktor Korneïev, dépassent le cadre des instructions réglementaires et frôlent la violation des lois d'exploitation de la technique lourde. Cependant, ce sont précisément elles qui sont devenues le facteur décisif. Qu'est-ce que cela signifie ? Comment un mécanicien conducteur peut-il violer les lois d'exploitation de telle manière qu'il vainque 8 chars ? En LCS, habituellement, le rôle du mécanicien est simple. Appuyer sur l'accélérateur, tirer les leviers, écouter les ordres du commandant. Mais dans ce combat, comme nous le verrons plus loin, la hiérarchie a été brisée. Le char n'était pas commandé par le commandant. Le char était commandé par l'instinct, multiplié par une compréhension géniale de la mécanique. Korneïev n'était pas simplement un conducteur. Dans son dossier personnel, que nous avons réussi à déterrer dans les archives du dépôt de Podolsk, il y a un vide de 2 ans, de 1941 à 43. Où était-il ? Dans un bataillon disciplinaire ? En captivité ? Non. Les données indirectes, les brimes de phrases dans les feuilles de récompense, indiquent qu'il travaillait à l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk comme testeur. Il était l'un de ceux qui apprenaient à ces machines à rouler, qui identifiaient à leurs maladies infantiles, qui connaissaient chaque vis, chaque soudure, chaque limite de résistance du métal. Il savait ce qui se passerait si on poussait le moteur au-delà de la zone rouge. Il savait comment se comporterait la transmission lors d'un choc brutal. Il sentait la machine non pas avec son postérieur, mais avec sa colonne vertébrale. Et c'est précisément cet homme qui était maintenant assis au levier de l'IS-2, regardant à travers le triplex la panthère prédatrice qui approchait. L'atmosphère à l'intérieur du char était électrisée au maximum. Le commandant du char, le lieutenant Sokolov, un jeune homme aux yeux de vieillard, tenait sa main sur l'épaule du tireur. Le chargeur, un énorme sibérien du nom de Medvedev, tenait déjà dans ses mains un obus de 25 kg, le serrant comme un enfant. Ils attendaient, ils n'attendaient pas un ordre, ils attendaient un son. Le son que seuls les tankistes expérimentés connaissent, le cliquetis caractéristique des chenillets de la panthère sur le tablier en bois du pont. Ce son signifiait que l'ennemi était entré dans la zone de non-retour. Sur le pont, on ne peut pas faire demi-tour. Sur le pont, on ne peut pas se déporter sur le côté. Le pont est un couloir de la mort. La distance se réduisait. 400 mètres, 350. Les Allemands avançaient avec insouciance, trappes ouvertes. Ils ne voyaient devant eux que le brouillard et les contours de la forêt. Ils ne savaient pas ce qui se trouvait dans le réticule de visée et que le doigt du tireur prenait déjà le jeu libre de la détente. À ce moment, le temps s'arrêta pour les tankistes allemands. Ils étaient encore vivants. Leur cœur battait, ils respiraient, faisaient des projets pour la soirée. Mais en fait, ils étaient déjà morts. Leur sort avait été décidé au moment où Korneïev avait légèrement, littéralement d'1 millimètre, tourné la caisse du char, exposant au cou la section la plus protégée du blindage frontal et donnant simultanément au tireur l'angle idéal. La question qui tourmente les chercheurs, pourquoi les Allemands n'ont-ils pas tiré les premiers ? Car l'optique Zeiss sur les panthères était excellente, ils auraient pu remarquer le char camouflé. La réponse réside dans la psychologie. Ils voyaient ce qu'ils voulaient en voir. Une carcasse de la technique détruite. La psychologie du vainqueur leur a joué un mauvais tour. L'excès de confiance est un blindage qui se perce le plus facilement. Et lorsque du canon de l'IS-2, qui semblait être un morceau de fer mort, jaillit une langue de flamme de 3 mètres de long, pour les Allemands ce ne fut pas simplement une surprise, ce fut un choc paralysant la volonté. Un obus de calibre 122 mm. Vous imaginez cette puissance ? Ce n'est pas simplement un morceau de métal. C'est un marteau cinétique volant à une vitesse de 800 mètres par seconde. Lors de l'impact sur un char, un tel projectile ne perce pas simplement le blindage. Il transmet une énergie colossale à toute la caisse. Les soudures éclatent. Les instruments d'observation sont éjectés de leur logement. L'équipage subit une commotion gravissime, même si le blindage n'est pas percé. Mais cette fois, le blindage n'a pas tenu. Le premier tir fut porté avec une précision chirurgicale, ni sur la tourelle, ni sur la caisse.
à la jonction de la tourelle et de la caisse de la Panther de tête, l'endroit le plus vulnérable. Le coup fut d'une telle force que la machine de 45 tonnes fut littéralement soulevée sur ses pattes arrière, la tourelle fut arrachée comme un bouchon d'une bouteille de champagne et projetée dans la rivière. Une colonne de feu et de fumée bloqua instantanément la vue aux autres. Le pont trembla, mais tint bon. Et c'est là que commence le plus intéressant. Selon toutes les règles de la science militaire, après le premier tir depuis une embuscade, le char doit changer de position. L'IS-2 aurait dû reculer, s'enfoncer dans la forêt, se dissoudre dans le brouillard. Le rechargement d'un canon à chargement séparé prend du temps, 20 à 30 secondes. Au combat, c'est une éternité. Pendant ce temps, les 7 panthères restantes auraient ainsi pu transformer le char soviétique en passoire. Mais l'IS-2 ne recula pas. Au lieu de cela, le moteur V2S rugit, 12 cylindres, 600 chevaux. Le char bondit en avant, c'était de la folie absolue, pure. Lancer une attaque frontale contre 7 chars restants avec un canon non chargé sur un pont étroit. Que se passait-il dans la tête de Korneïev ? Les documents sont muets, mais la reconstitution des événements nous permet de comprendre son plan. Ce n'était pas un acte de désespoir, c'était le calcul froid d'un génie. La carcasse enflammée de la première Panther devint un bouclier. Korneïev utilisa le char ennemi comme un parapet, comme une couverture mobile. Il heurta de sa plaque frontale l'arrière de la machine allemande en feu et commença à la pousser devant lui. Imaginez ce tableau. Des nuages de fumée noire déchirant le rideau de feu, une muraille de feu et d'acier avance sur les Allemands. L'IS-2 pousse devant lui la Panther enflammée, réduisant la distance. Les Allemands furent aveuglés. Il n'y avait pas de vision thermique à l'époque. Les viseurs optiques sont inutiles dans une fumée épaisse. Ils tiraient au hasard, en s'orientant au son du moteur. Les obus ricochettent sur le blindage incliné de l'IS-2, faisant jaillir des étincelles, partant vers le ciel, dans l'eau, pulvériser les garde-corps du pont. À l'intérieur du char soviétique, c'était l'enfer. Le fracas des impacts sur le blindage était tel que le sang coulait des oreilles. Le chargeur Medvedev, en équilibre sur le plancher qui tanguait, enfonça un nouvel obus dans la culasse. La douille, le claquement du verrou. Prêt. Le cri se noya dans le bruit, mais le commandant comprit en lisant sur les lèvres. Korneïev freina brusquement. La Panther en feu roula encore 1 mètre par inertie et s'arrêta. L'IS-2 s'immobilisa une seconde, se transformant en point de tir fixe. Deuxième tir. Distance moins de 100 mètres. Impossible de manquer. L'obus transperça la deuxième machine allemande de part en part. L'explosion des munitions à l'intérieur de la Panther la déchira de l'intérieur. Une boule de feu s'éleva sur le pont, ajoutant au chaos. Maintenant, sur l'isthme étroit, 2 chars brûlaient déjà, créant un embouteillage infranchissable. Les 6 équipages allemands restants se retrouvèrent marauds piégés. Derrière, les leurs poussaient, devant un mur de feu d'où tirait le canon soviétique. Et sur les côtés, l'eau glacée et le marais. La panique. Voilà l'arme principale qu'utilisa l'équipage de l'IS-2. Les Allemands, habitués à l'ordre, à l'interaction claire, perdirent le contrôle. L'éther radio se remplit de hurlements. Les mécaniciens conducteurs des machines arrière tentèrent de reculer, mais sur le remblai étroit, cela conduisit à la catastrophe. La 4e Panther dérapa d'une chenille, hors du remblai. La machine de plusieurs tonnes s'inclina lentement, comme au ralenti, se renversa et s'écrasa avec fracas dans la boue marécageuse au pied du pont. L'équipage n'eut même pas le temps de sortir. Le char lourd s'enfonça instantanément dans la tourbe, jusqu'à la tourelle. 3 chars détruits, il en restait 5. Mais le combat ne faisait que commencer. Les Allemands restants n'étaient pas des novices. Le choc passa, cédant la place à une colère professionnelle. Ils comprirent qu'une seule machine agissait contre eux et ils commencèrent à riposter. 5 canons de calibre 75 mm, 5 canons longs possédant une vitesse initiale élevée du projectile. Les Allemands cessèrent de paniquer et commencèrent à faire ce qu'ils savaient faire le mieux, tuer. Ils comprirent la tactique du Russe. Ils se cachent derrière les cadavres de leurs camarades. Donc, il faut détruire ces cadavres ou les percer de part en part.
les obus perforants allemands commencèrent à s'enfoncer dans les carcasses enflammées de leurs propres chars, tentant d'atteindre l'IS-2 caché derrière eux. C'était un duel surréaliste. Le char soviétique utilisait le blindage allemand comme bouclier contre les obus allemands eux-mêmes. Le métal hurlait, déchiré en morceaux. Les éclats de blindage volaient dans toutes les directions, comme de la mitraille. À l'intérieur de l'IS, la température monta à 60 degrés. La ventilation ne parvenait pas à évacuer les gaz de poudre. Les hommes suffoquaient. Les yeux étaient brûlés par la sueur et la fumée. Mais ils travaillaient comme des robots. Le chargeur Medvedev s'était déjà arraché la peau des mains jusqu'au sang en enfonçant les lourdes douilles dans la culasse. Mais le rythme de tir ne baissait pas. Le troisième tir de l'IS ne visa pas un char. Ce fut encore un coup de génie du commandant Sokolov. Il vit que la 5e Panther tentait de faire demi-tour sur le terre-plein devant l'entrée du pont pour contourner l'embouteillage. Elle exposait son flanc, mais tirer sur le flanc était risqué. L'angle était trop aigu. Un ricochet était possible. Et Sokolov ordonna « Explosif sur la chenille ». Pourquoi un explosif sur un char? Il ne percera pas le blindage, mais le calcul était différent. La puissante explosion d'un obus explosif de 122 mm près du train de roulement déchira la bande de chenille comme un ruban de papier. La Panther fit une embardée. L'inertie la fit pivoter et elle bloqua le seul chemin de retraite pour les autres. Maintenant, les Allemands étaient enfermés définitivement. Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Ils se trouvaient dans un cul-de-sac où la seule sortie était la mort. Mais la situation de l'IS-2 devenait également critique. Les munitions fondaient. L'IS-2 ne contient que 28 obus à chargement séparés. 3 déjà dépensés, il en restait 25. Cela semble beaucoup, mais dans les conditions d'un combat intense, où il faut tirer à coup sûr, c'est ridiculement peu. De plus, les impacts constants sur le blindage frontal et sur le bouclier de char détruit ne passaient pas inaperçus. La couronne de tourelle de l'IS-2 se coinça. La tourelle cessa de tourner. C'est une catastrophe pour un char. Maintenant, pour pointer le canon horizontalement, il fallait tourner toute la caisse. Et comment tourner la caisse sur un pont étroit où chaque centimètre compte? Toute la responsabilité retomba à nouveau sur les épaules du mécanicien-conducteur Korneyev. Maintenant, il était à la fois conducteur et pointeur horizontal. Le commandant ne faisait que crier les corrections. Plus à gauche, encore un peu, stop! Korneyev tirait les leviers, faisant danser sur place la machine de 46 tonnes. Cela exigeait une précision d'orfèvre. Un mouvement erroné et le char tomberait du pont ou exposerait son flanc. Les 4e et 5e tirs furent effectués pratiquement à bout portant. 2 chars allemands, coincés dans la colonne, tentèrent de riposter, mais la fumée et les flammes gênaient la visée. Les obus de l'IS-2 défoncèrent leur blindage, transformant les machines en tombes collectives. Mais la 6e Panther, la machine de commandement de ce même Hauptmann Strauss, trouva une brèche. Strauss était un vieux loup. Il remarqua que le char russe, avant chaque tir, faisait un court arrêt et il décida de jouer sur l'anticipation. Il ordonna au tireur de viser non pas la tourelle mais plus bas, sur le masque du canon, là où le blindage a une forme complexe et où l'obus peut coincer le tube. Le tir de la Panther fut précis. L'obus frappa le masque même du canon de l'IS-2. Le tintement fut tel qu'on aurait frappé une cloche géante à l'intérieur de laquelle se trouvent des hommes. L'équipage du char soviétique perdit connaissance une seconde à cause du choc acoustique, mais le blindage tint. L'obus ne perça pas le masque, mais laissa une profonde bosse et endommagea le viseur. Le tireur revint à lui en secouant la tête. « Commandant, l'optique est cassée. Je ne vois rien, seulement une toile d'araignée de fissure. » Le char était aveuglé, sourd, avec une tourelle coincée, avec un viseur brisé. En fait, ce n'était plus une unité de combat, c'était un tas de métal. Tout règlement prescrit dans une telle situation d'abandonner la machine et de la faire exploser, mais ils ne sont pas partis. Pourquoi? Qu'est-ce qui les retenait à l'intérieur de ce cercueil d'acier? La peur de l'exécution? Non. Dans de telles situations, la peur du tribunal disparaît face à la mort imminente. C'était la colère qui les retenait, cette colère russe qui se réveille quand on vous accule dans un coin. « Ouvrez la culasse !» hurla Sokolov. « Nous allons viser à travers le canon. Avez-vous entendu parler de cela? Viser à travers le tube du canon en plein combat.
C'est une méthode datant des guerres napoléoniennes, quand les artilleurs regardèrent à travers la bouche du canon pour viser l'infanterie. Mais faire cela dans un char moderne, sous le feu, c'est du suicide. Cela signifie qu'il faut ouvrir la culasse, regarder dans la chambre fumante, attraper la cible à travers les 3 tubes du canon long de plusieurs mètres et seulement ensuite charger. Ce sont des secondes pendant lesquelles vous êtes sans défense. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Medvedev arracha la douille. Sokolov se pencha sur la culasse. À travers le canal noirci du canon, il aperçut une tache floue, la silhouette du char allemand. « Vers le portail, à droite, Korneev, à droite, bon sang !» criait-il à s'en briser la voix. Le char fit une embardée. La tache se déplaça au centre du cercle lumineux. « Stop, charge !» Medvedev lança l'obus. Claquement de la culasse. Tir. Ils avaient touché à l'aveugle, par intuition. L'obus arracha la chenille de la 6e panthère. Le char de Strauss pivota et s'écrasa contre le parapet du pont suspendu au-dessus du précipice. Mais il pouvait encore tirer, et il tira. L'obus de riposte de l'Allemand toucha la plaque de blindage inférieure de l'IS-2, pénétration. À l'intérieur du char, le feu s'embrasa. Des éclats lacérèrent les jambes de Kornev. La fumée envahit le compartiment de combat, âcre, suffocante. Le système d'extinction d'incendie se déclencha, mais il n'y avait plus rien à respirer. Et c'est alors que se produit quelque chose qui défie toute explication logique. Au lieu de s'extraire de la machine en flammes, Korneev enclenche à nouveau une vitesse et l'IS-2, enveloppé de flammes, avec sa coque percée, commence à accélérer. Il fonce pour un assaut, c'était le dernier argument. Si on ne peut détruire l'ennemi par le feu, détruis-le par la masse. 46 tonnes d'acier, accélérées à 30 km/h, se transforment en un projectile irrésistible. Strauss, dans sa panthère suspendue au bord du pont, regardait avec horreur ce démon de feu foncer sur lui. Il ne voyait pas un char, il voyait la mort elle-même, qui avait décidé de l'emmener avec elle. L'équipage allemand commença à sauter des écoutilles, plongeant directement dans l'eau froide de la rivière. Strauss hésita, tentant de récupérer sa sacoche de cartes, et cela lui coûta la vie. L'impact de l'IS-2 s'écrasa contre le flanc du char allemand. Le grincement du métal déchiré couvrit même le fracas du combat. Les poutres en bois du pont, déjà affaiblies par l'incendie et les explosions, ne supportèrent pas le poids des 2 géants enlacés. Avec un craquement semblable à des coups de feu, la travée du pont s'effondra. Les 2 chars entrelacés dans une étreinte mortelle s'effondrèrent dans l'eau du Wisloch. Une fontaine d'eau et de vapeur jaillit à une hauteur de 10 mètres. L'eau siffla instantanément au contact du blindage brûlant. Le silence s'installa, un silence vibrant contre nature, troublé seulement par le crépitement du bois en flammes et le sifflement de la vapeur. Les chars allemands restants, stationnés sur la rive, reculèrent précipitamment, faisant demi-tour et s'éloignant de ce lieu maudit. Ils en avaient assez vu. Ils avaient vu comment un seul char russe avait emporté en enfer la moitié de leur détachement. Le moral était brisé. Personne ne voulait être le suivant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer, car dans les rapports officiels, il était écrit « L'équipage est mort en héros ». Mais lorsque 2 jours plus tard nos plongeurs descendirent, à l'endroit de la chute des chars pour évaluer la possibilité de remonter les véhicules, ils trouvèrent l'IS-2 vide. Les écoutilles étaient ouvertes, les armes absentes. À l'intérieur, des traces de sang, des bandages usagés, mais aucun corps. Où étaient-ils passés? Comment 4 hommes, dont l'un était gravement blessé, avaient-ils pu s'extraire d'un char immergé au fond de la rivière, rejoindre la rive occupée par l'ennemi et disparaître sans laisser de traces? La réponse à cette question se trouvait dans ce dossier classifié du NKVD. Il s'avère qu'une semaine plus tard, dans le campement d'un détachement de partisans opérant à 60 km du lieu du combat, apparut un groupe étrange. 4 hommes en combinaison déchirées et brûlées, armés de mitraillettes allemandes de prise et d'une mitrailleuse de char DT, qu'ils avaient démontées de leur machine. Ils portaient leurs camarades sur des civières de fortune. Mais le plus étrange n'était pas cela. Le plus étrange était ce qu'ils racontèrent à l'officier politique du détachement. Leurs témoignages étaient si incroyables qu'on les prit pour le délire de commotionner.
Ils affirmaient que sous l'eau, quand le char s'était posé au fond, ils avaient entendu des coups. Des coups de l'extérieur. Quelqu'un frappait sur le blindage en morse. Les nôtres. Ouvrez. Mais quels nôtres pouvaient-ils bien être au fond de la rivière? Hallucination, manque d'oxygène, ou mystère que cachaient là-dedans les eaux du Wisloch? L'obscurité. Une obscurité absolue, dense, pesant sur les tympans, où il n'y a ni haut ni bas, mais seulement le froid et l'odeur de la mort. Avez-vous déjà essayé de retenir votre souffle en sachant que la prochaine inspiration pourrait ne pas venir? C'est exactement dans cette situation que se trouvèrent 4 tankistes soviétiques au fond de la rivière Wisloch. 8 mètres d'eau glacée au-dessus de la tête, 46 tonnes d'acier autour, transformées de forteresses en cryptes sous-marines. Selon toutes les lois de la physiologie et de l'hydrodynamique, l'histoire de l'équipage de l'IS-2 aurait dû se terminer exactement là, dans la vase, parmi les débris du pont et le métal tordu de la panthère allemande. Mais l'organisme humain est un mécanisme étonnant dont les ressources ne peuvent être entièrement étudiées par la science. Même aujourd'hui, dans une situation de stress, quand le cerveau comprend qu'il n'y a aucune chance, s'active cette partie reptilienne ancestrale, responsable de la pure survie animale. Analysons ce moment du point de vue de la médecine des catastrophes. Lors de la chute dans l'eau d'une hauteur de 10 mètres à l'intérieur du char, il se produit un saut brutal de pression. L'impact, les hommes Sunputs sont projetés contre le blindage, fractures, contusion d'organes internes, barotraumatisme pulmonaire. Dans de telles conditions, une personne perd généralement connaissance instantanément. Mais le mécanicien conducteur, Viktor Korneev, ne s'évanouit pas. Pourquoi ? Dans le procès verbal d'interrogatoire mené par l'enquêteur de la section spéciale, il y a une étrange annotation en marge. Le sujet affirme que le temps a ralenti et qu'il voyait le mouvement des molécules d'eau. Bien sûr, on peut attribuer cela à l'hypoxie, au manque d'oxygène du cerveau, mais c'est précisément cet état de conscience altéré qui lui permit d'accomplir une séquence d'actions qui défie la logique d'une personne ordinaire. L'eau pénétrait dans le char par les fentes des dispositifs d'observation et les micro-fissures de la coque formées par l'impact. Le niveau montait rapidement, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, l'eau glacée dont la température ne dépassait pas 10 degrés. Dans une telle eau, un homme meurt d'hypothermie en 20 minutes, mais il n'avait même pas 5 minutes. La poche d'air sous le plafond du compartiment de combat se comprimait. Le dioxyde de carbone expiré par 4 hommes s'accumulait, provoquant vertige et nausée. La panique dans un espace confiné tue plus vite qu'une balle. Un cri, une inspiration de trop et le précieux oxygène se consument. Mais dans le char régnait le silence. Korneev tâtonna dans l'obscurité l'épaule du commandant. Sokolov était inconscient. De son front entaillé coulait du sang qu'on ne pouvait voir dans l'obscurité, mais qu'on pouvait sentir à sa chaleur poisseuse. Le chargeur Medvedev et le tireur ne donnaient pas non plus signe de vie. Korneev resta seul face à l'abîme. Et c'est alors qu'il fit ce qui contredit l'instinct de survie, mais qui est le seul moyen de s'échapper d'un char coulé. Il cessa de lutter contre l'eau, il commença à attendre. Pour ouvrir l'écoutille sous l'eau, il faut égaliser la pression. Tant qu'il y a de l'air à l'intérieur du char, la pression extérieure de la colonne d'eau plaque l'écoutille contre l'ouverture. La force de pression sur le couvercle de l'écoutille à une profondeur de 8 mètres est de près d'1 tonne. Aucun homme, même un géant comme le sibérien Medvedev, ne pourrait l'ouvrir. Il faut attendre que l'eau remplisse complètement le char. Il faut laisser la mort glacée vous étreindre la gorge, envahir la bouche, le nez, et seulement quand il reste une dernière gorgée d'air tout en haut du plafond, prendre une profonde inspiration et ouvrir l'écoutille d'un coup sec. Cela demande des nerfs d'acier. Rester assis dans l'obscurité, sentir l'eau monter jusqu'au menton, aux lèvres, et ne pas essayer de respirer. Korneev commença à ranimer ses camarades. Des gifles, des prises douloureuses et des torsions d'oreilles. Brutalement, efficacement, il n'y avait pas de temps pour la pitié. Sokolov gémit, Medvedev toussa. Korneev expliqua le plan par geste dans l'obscurité totale. Ils comprirent, ils formaient un seul organisme. Les derniers centimètres d'air, une profonde inspiration. L'eau se referma au-dessus de leur tête. À ce moment, la pression s'égalisa.
Kornev s'arc-bouta avec ses pieds contre la culasse du canon et avec ses épaules contre les leviers de l'écoutille du mécanicien conducteur. Ses muscles craquèrent sous l'effort. L'écoutille, pesant près de 100 kg, céda. Le lourd couvercle bascula sur le côté, laissant entrer l'eau trouble de la rivière. Le chemin vers le haut, 8 mètres. Cela semble peu. Essayez de les nager verticalement vers le haut dans une combinaison ouatée, trempée avec un pistolet à la ceinture, entraînant un camarade blessé quand les poumons éclatent du désir de respirer et que des cercles rouges dansent devant les yeux. Ils émergèrent aux 50 mètres plus bas, emportés par le courant, cachés par les saules surplombants. Une inspiration avide. L'air semblait doux comme du miel, mais il ne fallait pas se relâcher. Sur le pont, ou plutôt sur ce qu'il en restait, il y avait encore des Allemands. Et c'est ici que l'histoire passe du registre du film d'action héroïque à celui du thriller policier avec des éléments de conspiration. Sortis sur la rive, tremblant de froid, les tankistes furent témoins d'un tableau étrange. Les chars allemands restants et, attention, les camions qui suivaient en queue de colonne ne tentaient pas de franchir la rivière à gué. Ils ne cherchaient pas d'autre chemin. Ils firent demi-tour et foncèrent à toute vitesse vers l'arrière. Un tel comportement n'est pas caractéristique d'une armée en offensive. Habituellement, face à une résistance, les Allemands appellent l'aviation, l'artillerie, tentent de neutraliser le point. Mais ici, ils fuyaient, comme s'ils ne craignaient pas le char soviétique, mais ce que ce char aurait pu voir ou capturer. Qu'y avait-il dans ces camions ? De nombreuses années plus tard, un chercheur d'archives tomba sur un bordereau de transport de la poste de campagne, daté du même jour et de la même région. Il y était mentionné un chargement sous la lettre Oméga, escorte, officier SS, et non de la Wehrmacht. Les camions étaient bâchés avec une garde renforcée. Il existe une version selon laquelle ces véhicules évacuaient de la documentation et des échantillons de laboratoires secrets situés dans la ville que nos troupes occupèrent 2 jours plus tard. Des laboratoires qui se consacraient au développement de substances psychotropes ou peut-être de quelque chose lié à des artefacts anciens auxquels s'intéressait déjà l'organisation Ahnenerbe. Si les deux n'avaient pas retardé la colonne sur le pont, ce chargement serait parti profondément en Allemagne. Mais à cause du combat sur le pont, les Allemands perdirent du temps. La route du retour était déjà coupée par les partisans. Le chargement était pris au piège. Mais ne nous précipitons pas. Revenons à nos héros, trempés, commotionnés, sans armes lourdes en plein territoire ennemi. Ils n'avaient qu'un seul pistolet TT chez le commandant et un couteau chez Korneev. Situation de patte, n'importe quelle patrouille allemande les aurait fusillés sur place. Ils décidèrent de partir dans la forêt, vers les marais. Là, les Allemands ne passeraient pas avec leurs chiens. Les marais de ces endroits sont mortels. Les habitants les appellent les tourbières pourries. Même les bêtes n'y vont pas. Mais pour 4 soldats soviétiques, c'était la seule chance. Ils avançaient en file indienne, pas à pas. Kornev, malgré sa jambe blessée, marchait en tête, sondant le chemin avec un bâton. Chaque pas était douloureux. L'organisme, ayant épuisé toute son adrénaline, commençait à réclamer son dû. Les frissons se transformèrent en fièvre. Sokolov délirait. Il fallait le porter sur des civières improvisées, faites de branches et de combinaisons. Le 2e jour, en Chine, ils tombèrent sur une construction étrange au milieu du marais. C'était un abri camouflé, mais ni partisan ni allemand. Trop soigneusement fait. Les rondins étaient parfaitement ajustés. Le gazon était disposé de telle sorte qu'on ne le remarquait pas à 2 pas. À l'intérieur, personne. Mais il y avait des traces de présence humaine récentes. Des boîtes de conserve avec des étiquettes dans une langue qu'aucun d'eux ne connaissait. Ni allemand, ni polonais, ni anglais. D'étranges symboles et des cartes. Des cartes de la région, mais avec des annotations qui ne correspondaient ni aux désignations soviétiques ni aux allemandes. Des cercles rouges à des endroits où il ne devrait rien y avoir, des lignes reliant des zones vides de forêt. Les tankistes étaient trop épuisés pour analyser. Ils mangèrent donc les conserves. Le goût de la viande leur parut étrange, légèrement sucré. Ils bandèrent leurs blessures avec les pansements trouvés là et tombèrent dans le sommeil. Un sommeil qui ressemblait davantage à un coma. Ils rêvèrent du pont, rêvèrent du feu et rêvèrent de ses coups.
les coups sur le blindage qu'ils avaient entendus sous l'eau, le morse. 3 points, 3 traits, 3 points, le signal SOS. Mais qui pouvait transmettre un SOS sous l'eau? Quand ils se réveillèrent, l'abri était encerclé. Pas par des Allemands, par des hommes en uniforme étrange de couleur grise sans un signe distinctif. Ils parlaient russe, mais avec un accent imperceptible, comme si les mots leur étaient étrangers. C'était un des combattants d'un détachement spécial du NKVD, mais pas ordinaire, de cette direction même qui s'occupait de la recherche de l'inhabituel. Il s'avère que cette région était sous surveillance depuis longtemps et le combat sur le pont avait brouillé les cartes, non seulement pour les Allemands, mais aussi pour cette troisième force. Les tankistes furent désarmés, bien qu'il n'y eût presque rien à désarmer, et on commença à les interroger directement là, dans l'abri. Les questions étaient étranges. Pas sur la position des unités allemandes, ni sur le nombre de chars. On leur demandait « Avez-vous vu une lueur au-dessus des camions? Avez-vous senti une odeur d'ozone? Y a-t-il eu des hallucinations pendant le combat ?» Sokolov, qui pouvait à peine parler, tentait d'expliquer qu'ils avaient point simplement combattu, simplement brûlé des chars. Mais l'homme en gris, aux yeux froids comme ceux d'un poisson, ne faisait que noter quelque chose dans un carnet en hochant la tête. Pourquoi un simple équipage avait-il suscité un tel intérêt? Plus tard, en recoupant les faits, les chercheurs émirent une hypothèse. Peut-être que le char IS-2 lui-même, sur lequel il combattait, n'était pas ordinaire. Dans l'un des inventaires d'archives de l'usine de fabrication figure un lot de chars dont le blindage avait été allié avec des additifs expérimentaux trouvés par des géologues dans la région de la chute de la météorite de Tunguska. Cela semble délirant, comme de la science-fiction. Mais dans les années 30 et 40, en URSS, on menait des travaux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. La métallurgie avait alors fait un grand bond en avant, et si l'on suppose que le blindage de leur char possédait une résistance anormale, cela explique pourquoi il a supporté tant d'impact. Pourquoi les obus des Panthers, qui auraient dû le transpercer de part en part, ne laissaient que des bosses? Korneev, en tant que testeur d'usine, pouvait le savoir. Et peut-être pour cela qu'il lança une attaque frontale. Il savait que sa machine n'était pas qu'un morceau de fer, mais quelque chose de plus, le prototype expérimental numéro 07. Et c'était précisément ce prototype, ou plus exactement, les résultats de ces essais en combat réel, que surveillait le groupe mystérieux en costume gris. Ils n'intervinrent pas dans le combat, observant de côté, comme des rats de laboratoire observent une expérience. Cruelle, cynique. Oui, mais à la guerre, les critères moraux sont différents. Les tankistes furent évacués vers la Grande Terre dans un avion U-2 qui atterrit directement sur une clairière au milieu des marais. Ils furent séparés, chacun envoyé dans son camp de filtration. Il leur fut interdit de raconter ce qu'ils avaient vu, les camions, le blockhouse et les hommes en gris. On leur fit signer un engagement de non-divulgation pour une durée de 50 ans. La version officielle, sortie de l'encerclement, destruction de 3 chars ennemis, tout le reste fut effacé, blanchi à l'encre noire de la censure, mais on ne peut effacer la mémoire. Korneyev, de retour à l'usine après l'hôpital, devint un autre homme. Il devint renfermé, silencieux. Il restait assis pendant des heures dans l'atelier, regardant les plaques de blindage et passant parfois la main dessus, comme pour vérifier leur température. Ses collègues disaient qu'il parlait au métal, qu'il entendait sa voix. Trouble psychique après commotion cérébrale, ou avait-il vraiment touché quelque chose qui avait changé sa perception de la réalité? Et qu'en était-il de ce chargement allemand, les camions qui avaient fait demi-tour? Les partisans les trouvèrent une semaine plus tard dans un ravin isolé, brûlés jusqu'aux cendres. Les Allemands les avaient détruits eux-mêmes, n'ayant pu les évacuer. Qui avait-il brûlé là-bas? Les cendres étaient d'une étrange teinte violette. Et dans un rayon de 100 mètres autour de cet endroit, même 1 an plus tard, l'herbe ne poussait pas, la terre était morte, brûlée par des produits chimiques ou par la radiation. Aucune enquête officielle ne fut menée, ou ces résultats se trouvent dans le même dossier que le rapport du combat sur le pont. Il est intéressant de suivre le destin du Hauptmann Strauss, commandant du groupe de chars allemands. Son corps ne fut jamais retrouvé. Dans la rivière, il n'y avait qu'un char vide. Aurait-il pu se sauver? Aurait-il pu lui aussi s'extraire du piège aquatique et disparaître pour commencer une nouvelle vie sous un faux nom quelque part,
en Argentine ou au Brésil. Il existe un témoignage selon lequel dans les années 70, en Amérique du Sud, on vit un homme ressemblant étonnamment à Strauss, qui travaillait comme un ingénieur dans une entreprise produisant du matériel minier. Il lui manquait 2 doigts à la main gauche. C'était précisément la blessure qu'il avait reçue sur le front de l'Est en 1943. Coïncidence ? Le monde est petit et l'histoire aime jouer de mauvais tours. Mais revenons à nos 4 hommes. Leur exploit sur le pont, bien que censuré, joua un rôle colossal. Le retard de la colonne allemande de 4 heures, c'est exactement le temps qu'avait duré le combat et le chaos qui s'ensuivit, permit aux troupes soviétiques de se regrouper et de combler la brèche dans la défense. Si les Panthères avaient franchi le pont sans encombre, elles seraient sorties à l'arrière de notre armée, auraient encerclé 2 divisions, et l'opération sur ce secteur du front aurait pu échouer. 4 hommes et un char changèrent le cours de l'histoire de tout un front. C'est l'effet papillon en action. Le battement d'ailes d'un papillon provoque un ouragan à l'autre bout du monde. Le tir d'un seul char arrête une avalanche. Cependant, dans cette histoire, il y a encore une autre couche, la plus profonde et la plus effrayante. Les habitants locaux, qui revenaient dans leur maison après les combats, racontaient que l'eau de la rivière Wisloch dans la région du pont resta longtemps chaude. Même en hiver, quand toutes les rivières se couvraient de glace, le trou d'eau à l'endroit de la chute des chars ne gelait pas. De l'eau s'élevait de la vapeur. Les vieilles femmes se signaient et disaient que c'était le souffle de l'enfer. Les scientifiques tentèrent d'expliquer cela par la sortie d'eau géothermique, ouverte après l'explosion, mais les cartes géologiques indiquent qu'il n'y a et ne peut y avoir aucune source chaude là-bas. Qu'est-ce qui réchauffait l'eau ? Un réacteur. Mais il n'y avait pas de réacteurs atomiques sur les chars à l'époque. Ou bien ce fameux chargement secret qui aurait pu se trouver dans l'un des camions tombés dans la rivière pendant la confusion. Peut-être cherchons-nous au mauvais endroit. Peut-être la solution ne se trouve-t-elle pas dans le char IS-2, mais dans ce qu'il a involontairement noyé avec lui. 30 ans plus tard, en 1974, un groupe de plongeurs amateurs du Club Recherche se rendit sur le lieu du combat. C'étaient des enthousiastes qui cherchaient des trophées de guerre pour les musées. Ils descendirent au fond avec des scaphandres autonomes. La visibilité était mauvaise, vase, chicots. Ils trouvèrent les restes du pont, trouvèrent une chenille de panthère. Mais le char IS-2 lui-même n'était pas au fond. L'énorme machine de 46 tonnes avait disparu. On aurait pu la remonter discrètement. Pour cela, il aurait fallu des grues, des tracteurs, des barges. Les habitants l'auraient remarqué, mais personne n'avait rien vu. Le char s'était simplement dissous. Le chef du groupe de plongeurs nota alors dans son journal « L'impression est telle que le char s'est enfoncé à travers la terre. Au fond, il y a un énorme cratère rempli d'une étrange substance visqueuse ressemblant à du mercure, mais de couleur noire. Les appareils s'affolent. Nous partons. » Un mois plus tard, ce chef mourut d'une maladie inconnue du sang. Son journal ne parvint aux journalistes qu'à la perestroïka, à la fin des années 80, lorsque de nombreux secrets commencèrent à être révélés. Où était passé le char ? Les militaires l'avaient-ils emporté juste après la guerre sous le couvert de la nuit et avaient-ils classifié l'opération où le fond de la rivière cachait-il des cavités karstiques dans lesquelles la machine s'était effondrée ? Ou peut-être cette version folle sur les anomalies temporelles est-elle vraie ? Car les soldats du détachement spécial dans le blockhaus posaient des questions sur la lueur et l'ozone. Les physiciens théoriciens disent qu'avec un dégagement colossal d'énergie en un seul point, des ruptures brèves du continuum espace-temps sont possibles. 7 chars détruits, l'explosion des munitions, la fureur des hommes. Tout cela est de l'énergie. Aurait-elle pu ouvrir une porte vers ailleurs ? Cela ressemble à un scénario de science-fiction bon marché s'il n'y avait pas l'effet de brute. La disparition du char, l'étrange maladie du plongeur, le trou d'eau qui ne gèle pas, le chargement secret des Allemands. Trop de coïncidences pour un seul endroit. L'histoire du combat sur le pont n'est pas simplement une chronique militaire. C'est un puzzle auquel il manque la moitié des pièces, et celles qui existent ne s'assemblent pas. Nous essayons de reconstituer l'image, mais à chaque fois nous obtenons quelque chose de nouveau et d'effrayant. Et voilà qu'en feuilletant les pages du dossier, nous tombons sur un autre document. Une lettre d'un habitant du village voisin au journal de district, écrite en 1968. La lettre ne fut pas publiée, elle aboutit aux archives du KGB.
L'homme écrivait qu'il était allé pêcher de nuit au pont du diable et avait vu sortir de l'eau des tankistes, 4 hommes en combinaison trempée. Ils sortirent de sur la rive, restèrent silencieusement debout, regardant le nouveau pont en béton, fumèrent. Il vit les lueurs de cigarettes et sentit l'odeur de Macorca, puis ils repartirent dans l'eau. Ils ne plongèrent pas, ils entrèrent simplement dans la rivière et se dissolvèrent dans le brouillard. Hallucination d'alcoolique, très probablement, mais la description des tankistes était détaillée. L'un boitait de la jambe gauche, Korneïev avait été blessé à la jambe. Un autre avait la tête bandée, Sokolov. Comment un simple villageois aurait-il pu connaître de tels détails si l'équipage avait été classifié et que les survivants s'étaient dispersés dans tout le pays et n'étaient jamais revenus à cet endroit? C'est l'une de ces énigmes qui glacent le sang dans les veines. Fantômes, traces énergétiques, où le temps sur ce pont s'est-il vraiment enroulé en boucle et le combat continue-t-il encore aujourd'hui, quelque part dans une réalité parallèle, et l'équipage revit-il sans cesse sa mort et sa résurrection? Avez-vous déjà essayé de trouver une personne qui n'existe pas officiellement, une personne dont la biographie a été non seulement réécrite, mais effacée à la gomme, découpée au rasoir et remplacée par une page blanche avec le tampon secret d'État? C'est précisément à un tel mur que se heurtèrent les chercheurs lorsque, au milieu des années 60, sur la vague du dégel, ils tentèrent de retrouver les héros de ce fameux combat sur le pont du diable. Il semblerait quoi de plus simple? Il y a des noms de famille dans les feuilles de récompense, il y a des dates de naissance, il y a des lieux de conscription, mais chaque demande aux archives centrales du ministère de la Défense revenait avec la même formulation standard. Nous ne disposons pas de ces données, la fiche d'enregistrement a été retirée. C'était une impasse de béton dans laquelle se cognaient le front tous ceux qui voulaient y connaître la vérité. Mais là où le papier officiel se tait, les gens commencent à parler, et ce qu'ils racontèrent fait dresser les cheveux sur la nuque même des sceptiques cyniques. Transportons-nous 3 ans avant les événements sur le pont. 1941, l'Oural, la ville de Tcheliabinsk, qu'on appelait à l'époque Tankograd. C'est précisément ici, dans la fumée des cheminées d'usine, dans le fracas des marteaux pneumatiques, que se forgeait le blindage de l'Union soviétique. Et c'est précisément ici que travaillait Viktor Korneïev, ce même mécanicien conducteur qui, 3 ans plus tard, ferait danser un char de 46 tonnes sur un pont étroit. Mais à l'époque, il n'était pas soldat, il était testeur, et dans les archives de l'usine, dans le registre des incidents, est conservée une note sur un incident qui éclaire ses capacités surnaturelles à sentir la machine. Le 12 novembre 1941, dans l'atelier d'assemblage numéro 3, un accident se produisit. Le câble d'une grue de pont se rompit alors qu'elle transportait la tourelle d'un char lourd KV-1. La masse d'acier de plusieurs tonnes s'écrasa depuis une hauteur de 15 mètres. En bas, directement dans la zone de chute, se trouvait une brigade de mécaniciens et une coque de char prête à l'intérieur de laquelle était assis Korneïev, vérifiant la transmission. Selon les lois de la physique, le temps de chute depuis une telle hauteur est d'1 à 2 secondes. Dans ce laps de temps, un homme a à peine le temps de prendre conscience du danger, encore moins de réagir, mais Korneïev fit l'impossible. Les témoins, dont les déclarations furent enregistrées par le chef d'atelier, affirmèrent que le char, dont le moteur était éteint, bondit soudain. Korneïev, d'une manière incompréhensible, réussit à démarrer le moteur, à enclencher une vitesse et à faire démarrer la machine en trombe une fraction de seconde avant l'impact. La tourelle s'écrasa là où, un instant auparavant, se trouvait le compartiment moteur. Comment fit-il cela ? Comment entendit-il le tintement du fil du câble qui se rompait à travers le vacarme de l'atelier ? Comment réussit-il à démarrer un diesel froid ? La commission qui enquêta sur l'incident conclut que c'était techniquement impossible et attribua tout à une coïncidence fortuite. Mais les vieux maîtres chuchotaient que Korneïev entendait le métal, qu'il avait une sorte de lien pathologique avec la technique au niveau du système nerveux. Il sentait la tension dans les pièces, il sentait les micro-fissures, il sentait les maladies. C'est peut-être précisément ce don ou cette malédiction qui sauva l'équipage sur le pont. Il ne pilotait pas le char, il en était le centre nerveux. Mais Korneïev n'était pas la seule énigme de cet équipage.
le commandant du char, le lieutenant Sokolov, dans son dossier personnel qui, par miracle, se conserva au bureau de recrutement d'une petite ville sibérienne, il y a un détail terrible. Lieu de naissance, un village en Ukraine qui, en 1933, fut inscrit sur les tableaux noirs. Cela signifiait un blocus total. Du village furent évacués tous les produits. Il fut encerclé par les troupes et les habitants furent condamnés à une mort lente par la faim. Sokolov était enfant. Il survécut, le seul d'une grande famille. Comment survécut-il? L'histoire ne le dit pas. Mais les psychologues disent qu'au-delà que les gens qui ont traversé un tel enfer dans l'enfance perdent à jamais le sens de la peur. Leur instinct de conservation s'atrophie dans sa compréhension habituelle. Pour Sokolov, la mort n'était pas quelque chose d'effrayant. Il avait vu son visage de trop près. C'est pourquoi, lorsque sur le pont il vit 8 panthères, son pouls ne s'accéléra même pas. Pour lui, ce n'était un appât des monstres. C'était simplement un travail qu'il fallait faire, détruire l'ennemi qui lui avait autrefois tout pris. Cette détermination glaciale et morte du commandant se transmettait à tout l'équipage. Ils n'étaient pas simplement des soldats, ils étaient des hommes qui n'avaient rien à perdre. Maintenant, revenons au char lui-même, numéro 124. Pourquoi les Allemands le chassaient-ils tant? Pourquoi, après le combat, tentèrent-ils d'évacuer les débris, au lieu de simplement les faire exploser? En 1995, lorsque certaines archives allemandes de trophées furent ouvertes, les chercheurs tombèrent sur une correspondance entre le département d'armement de la Wehrmacht et l'état-major des SS. Dans les documents figurait le terme « fantôme ». Les Allemands savaient l'existence d'un lot de chars soviétiques dont le blindage possédait des propriétés anormales. Les obus ricochaient dessus plus souvent que d'habitude. Le métal ne se laissait pas découper au chalumeau. Les ingénieurs allemands soupçonnaient que les Russes avaient ajouté à l'alliage un élément inconnu. Et là surgit une version qui ressemble à de la science-fiction, mais qui a un fondement réel. Dans les années 30, des expéditions géologiques soviétiques travaillèrent activement dans la région de la Tunguska pierreuse. Officiellement, elles cherchaient une météorite, mais dans les rapports figurent des mentions de découverte de masses d'hélas métalliques fondues d'origine inconnue. Et si une partie de cette substance avait été livrée aux instituts métallurgiques et utilisée comme additif d'alliage expérimental? Et si le blindage de l'IS-2 contenait des particules de substances cosmiques possédant une mémoire de forme ou la capacité d'absorber l'énergie cinétique? Cela explique pourquoi le char résista à tant d'impacts sur le pont. Un blindage ordinaire se serait fissuré. Fatigue du métal, micro-fissure. Après le 5e impact, la plaque de blindage se désintègre. Mais ce char encaissa coup après coup. Il absorbait l'énergie, chauffait, mais ne se brisait pas, et les Allemands le comprirent. Ce convoi avec les camions et la garde SS, qui suivait la colonne de chars, transportait un équipement spécial pour analyser le métal. Ils voulaient capturer ce char intact. C'est précisément pour cela qu'ils n'appelèrent pas l'aviation pour bombarder le pont. Ils avaient besoin d'un échantillon. Ils acculèrent la bête dans un piège, mais ne tinrent pas compte du fait que la bête se révélerait plus intelligente que le chasseur. Revenons à l'après-guerre. 1947, polygone fermé à Kubinka. On y amène toute la technique expérimentale et de trophées. Et ici se produit un événement qui relie notre histoire à la mystérieuse disparition du char du fond de la rivière. L'un des techniciens qui travaillait sur le polygone raconta bien des années plus tard à son petit-fils une étrange histoire. Il affirmait qu'une nuit, sur une plateforme ferroviaire, on amena quelque chose recouvert d'une bâche. Les contours ressemblaient à un IS-2, mais la tourelle était déformée, et la coque couverte d'un étrange dépôt ressemblant à de la moisissure noire ou à de la calamine. La plateforme n'était pas gardée par des soldats ordinaires, mais par ces mêmes hommes en gris du détachement spécial. Le technicien, enfreignant les instructions, tenta de regarder sous la bâche. Il vit que le métal du char était chaud. 3 ans après le combat, après avoir séjourné au fond d'une rivière glacée, après le transport, le métal dégageait une faible chaleur, comme un organisme vivant. Et le plus effrayant, il entendit un bourdonnement à basse fréquence, venant de l'intérieur de la coque, comme si le moteur tournait au ralenti, mais il n'y avait pas de bruit d'échappement. C'était une vibration du matériau lui-même. Il fut repéré, frappé avec une crosse,
et il reprit conscience déjà au cachot. Ensuite, il fut muté pour servir en Extrême-Orient, après avoir signé un engagement de non-divulgation. Qu'avait-on amené sur le polygone? Était-ce ce même char du fond du Wisloch? Si oui, comment l'avait-on remonté discrètement? Où était-il sorti de lui-même? Vous souvenez-vous de la lettre du pêcheur qui avait vu des tankistes sortir de l'eau? Et si ce n'étaient pas des hommes qui l'avaient vu, mais une machine dans l'obscurité, dans le brouillard, la silhouette d'un char qui, sans conducteur, rampe sur la rive, obéissant à un programme de retour à la base, inscrit dans le métal. Cela semble fou, mais dans l'histoire de la technique militaire, il y a des cas où des machines touchées continuèrent à avancer alors que l'équipage était déjà mort. Mémoire mécanique, levier coincé ou quelque chose de plus grand. Au milieu des années 50, dans la presse soviétique, parut un petit entrefilet sur le fait que dans un combinat métallurgique, lors de la refonte de ferrailles militaires, un four explosa. L'article disait qu'un objet réfractaire inconnu était entré dans le four. Les ouvriers disaient que lorsqu'on plongea dans le métal en fusion la coque déformée d'un vieux char, elle ne fondit pas, elle se mit à crier. Un son retentit, semblable au grincement de milliers de freins, puis le four éclata. N'était-ce pas la fin de notre héros? Le système n'avait-il pas tenté de détruire les preuves en refondant le char vivant et échoué? Mais revenons aux hommes, l'équipage. Après la guerre, leurs chemins se séparèrent, mais ils restèrent liés par un fil invisible. Ils choisirent tous des professions liées au risque et à l'isolement. Viktor Korneyev retourna à l'usine, mais travaillait de nuit, évitant les gens. Le tireur parti dans le nord travailla sur une plateforme de forage. Le chargeur Medvedev devint garde forestier dans la taïga profonde. Il se cachait en quelque sorte. De qui? De la gloire ou de ceux qui connaissaient leurs secrets? Une fois par an, le 12 août, le jour de ce combat même, il s'envoyait des télégrammes sans texte, simplement un formulaire vide. C'était un signe. Je suis vivant, je me souviens, je me tais. En 1968, cette tradition fut interrompue. Le télégramme de Korneyev n'arriva pas. On le trouva dans son appartement, assis dans un fauteuil devant un téléviseur éteint. Les médecins constatèrent un arrêt cardiaque. Mais sur la table devant lui se trouvait une feuille de papier sur laquelle il dessinait d'étranges schémas. Ce n'étaient pas des plans de char, c'était la structure d'un réseau cristallin de métal, mais d'une complexité inconnue de la science moderne. Comment un simple mécanicien avec 7 années d'études pouvait-il connaître la physique quantique? Où ces connaissances lui avaient-elles été transmises par le char pendant leur séjour sous l'eau? L'enquêteur qui menait l'affaire sur la mort de Korneyev remarqua un détail. La montre au poignet du défunt s'était arrêtée exactement à 8 heures du matin, au moment où le combat sur le pont avait commencé. Et cette montre n'était pas ordinaire, c'était une montre allemande de guerre, retirée du poignet de ce même Hauptmann Strauss. Korneyev l'avait prise à l'époque, mais il affirmait que Strauss s'était noyé avec le char. Donc, il y avait eu un contact, il y avait eu une rencontre face à face après la chute dans la rivière. Imaginons cette scène. Le fond de la rivière. L'eau trouble, 2 chars coulés gisent côte à côte, agrippés comme 2 lutteurs. Des écoutilles sortent les survivants, le mécanicien russe et l'officier allemand. Sous l'eau, dans un silence total où la guerre perd son sens, où le désir de respirer est si fort. Ils se regardèrent dans les yeux à travers l'épaisseur de l'eau. Et à ce moment-là, quelque chose se produisit, une sorte de transmission d'informations. L'Allemand donna la montre où Korneyev l'a prise sur le corps mort, mais la montre fonctionnait. Pendant 20 ans, elle fonctionna sans remontage. C'est aussi un mythe qui circulait parmi les voisins de Korneyev. La montre éternelle. Peut-être qu'elle aussi s'était chargée de cette énergie qui bouillonnait sur le pont. L'histoire devient de plus en plus embrouillée. Nous voyons que le combat sur le pont n'était pas simplement un épisode de guerre. C'était un nœud où s'entremêlaient destin, technologie, mystique et grande politique. Et plus nous tirons sur les fils, plus le tableau devient effrayant. Dans les archives du KGB, il existe un autre dossier concernant cette affaire. Il s'appelle le projet Nécromant. Il rassemble des rapports sur d'étranges phénomènes survenus sur les sites de grandes batailles de chars. Prokhorovka, l'arc de Koursk, le lac Balaton et notre pont sans nom. Les rapports parlent de combats fantômes.
Les habitants locaux entendent des bruits de tir, voient des silhouettes fantomatiques de véhicules. Les scientifiques appellent à cela des chronomirages. L'énergie de la mort est si grande qu'elle brûle le temps, y laissant une cicatrice. Et cette cicatrice s'ouvre périodiquement. Ainsi, le pont sur la Wisloch est l'une des cicatrices les plus actives. Dans les années 70, des gens commencèrent à y disparaître. Des cueilleurs de champignons, des pêcheurs, ils partaient dans les brouillards et ne revenaient de pas. Ou ils revenaient, mais une semaine plus tard, alors qu'il leur semblait qu'une heure s'était écoulée. Et ils racontaient tous la même chose. Ils avaient vu le combat. Ils avaient vu comment un char se battait contre 8. Ils avaient vu le feu, senti la fumée. Ils devenaient spectateurs involontaires d'un spectacle infini que l'espace lui-même rejouait. C'est peut-être pour cette raison que les autorités construisirent si rapidement un nouveau pont en béton et asphaltèrent de la route, changeant le paysage jusqu'à le rendre méconnaissable, pour fermer le portail, pour sceller cette zone anormale avec du béton et l'oubli. Mais le béton se fissure. Chaque printemps, sur le nouveau pont apparaissent des fissures que les ouvriers colmatent en jurant. Ils ne savent pas que ces fissures sont les tentatives du vieux pont en bois de percer à travers le tissu de la réalité. Et qu'en est-il de ces camions qui transportaient la cargaison secrète ? Nous avons mentionné qu'on les avait trouvés brûlés. Mais si c'était une mise en scène, et si la vraie cargaison avait été cachée ? À 3 kilomètres du pont se trouvent de vieilles galeries, d'anciennes mines de sel abandonnées. Les entrées en sont dynamitées, mais les digueux qui tentèrent d'y pénétrer dans les années 90 disaient que les compteurs Geiger y devenaient fous, non pas à cause de la radiation, mais d'un autre type de rayonnement, et des profondeurs des puits soufflaient un froid et une odeur d'ozone. Cette même odeur dont les hommes en gris avaient nous parlé dans le bunker. La boucle est bouclée. Nous sommes revenus à notre point de départ, au mystère qui gît sous nos pieds, caché par l'eau, la terre et le tampon secret. Mais il nous reste encore une clé, le journal de la fille du tireur. Elle le trouva dans le grenier après la mort de son père. Il ne contient que quelques notes écrites d'une main tremblante par le vieil homme avant sa mort. Et l'une de ces notes peut bouleverser toute notre compréhension de ce combat. Il y est écrit: nous ne tirions pas, le canon était silencieux. C'est lui qui tirait tout seul. Que signifie cela ? Le délire d'un mourant ou l'aveu que l'équipage n'était que des passagers à l'intérieur d'un monstre mécanique éveillé. Si le char tirait seul, s'il choisissait lui-même les cibles, manœuvrait lui-même, alors qui ou quoi était son âme ? Les ingénieurs soviétiques auraient-ils réussi dans les années 40 à créer une intelligence artificielle, ou était-ce quelque chose de plus ancien, de primitif, une force qu'ils avaient accidentellement réveillée dans le métal ? Qui étaient ces hommes en costume gris qui apparurent au pont du diable avant même que la poussière des chars allemands explosés ne soit retombée ? Dans la hiérarchie officielle du NKVD, puis du KGB, il n'existait pas de département dont les employés porteraient un uniforme sans insigne et obéiraient directement au Kremlin, contournant tout le commandement militaire. Les historiens des services spéciaux se cassèrent la tête pendant des années, essayant de trouver ne serait-ce qu'un ordre de formation de cette unité. Et ce n'est qu'au début des années 90, lorsque le système commença à s'effondrer et qu'un tourbillon de papier fit remonter à la surface des tonnes de documents secrets, que dans un conduit de ventilation d'un vieux bâtiment de la Loubianka, qui était préparé pour une rénovation majeure, des ouvriers trouvèrent une cachette murée. Elle ne contenait ni la réserve d'or du parti, ni des documents compromettants sur les secrétaires généraux. Il y avait un journal trempé, sentant le moisi, avec une couverture en toile cirée noire. Sur la première page, au crayon à encre, était tracé un seul mot, Chronos. L'auteur du journal, à en juger par l'écriture et le style d'exposition, était une personne ayant une formation académique, mais enfermée dans le cadre rigide de la discipline militaire. Il se faisait appeler le curateur, et ce sont précisément ces notes qui nous permettent de regarder le combat du 12 août 1944, non pas comme un exploit, mais comme un premier contact avec quelque chose que l'humanité n'est pas prête à comprendre même aujourd'hui. Il s'avère que l'opération d'interception de la colonne allemande se préparait bien avant que les chars ne prennent position. Le renseignement soviétique savait ce que les Allemands évacuaient, et il s'avère qu'avec des armes ordinaires, cette cargaison ne pouvait être arrêtée.
Lisons attentivement la note du 10 août, 2 jours avant le combat. L'objet Oméga se dirige vers la frontière. S'ils assemblent les composants, nous aurons une seconde Tunguska, mais au centre de l'Europe. Il a été décidé d'utiliser le produit 0,7. Korneyev est le seul opérateur compatible avec la matrice. Risque de perte de l'équipage, 100%. Risque de rupture de la réalité, 50%. Nous devons prendre le risque. Comprenez-vous ce qui est écrit ici? Le char IS-2 dont nous parlons est appelé « produit » dans les documents. Et le mécanicien conducteur Korneyev est l'opérateur compatible avec la matrice. C'est une terminologie qui n'appartient pas aux années 40. C'est le langage de la cybernétique et de la physique quantique qui n'apparaîtra que 30 ans plus tard. Comment cet officier connaissait-il de tels mots? Ou était-il lui-même partie prenante de cette expérience qui échappa à tout contrôle? La cargaison Oméga, qu'était-ce? Les documents allemands capturés par les Alliés parlent du projet Die Glock, la cloche, un dispositif prétendument capable de modifier la gravité et le temps. On pensait que c'était un mythe, une invention des propagandistes nazis pour remonter le moral de l'armée. Mais le journal du curateur décrit le contenu de ces mêmes camions que les Allemands brûlèrent dans la forêt. Il écrit que lorsque le groupe de nettoyage arriva sur place, les cendres ne reposaient pas sur le sol, elles flottaient dans l'air. Des flocons gris planaient à une hauteur d'1 demi-mètre, ignorant la gravitation terrestre. Et lorsqu'un soldat tenta de traverser ce nuage, son pied disparut. Il ne se détacha pas, ne brûla pas, il cessa simplement d'être visible. Et le soldat lui-même cria non pas de douleur, mais parce qu'il ressentit le froid de l'éternité. Ainsi, l'hypothèse du curateur était la suivante. Le blindage du char, IS-2, saturé de substances météoritiques, et la cargaison dans les camions allemands entrèrent en réaction, une résonance. Lorsque le char tira, la vibration du canon et l'énergie cinétique colossale déclenchèrent le processus. Le pont devint le point de focalisation de deux forces, l'ancienne force cosmique cachée dans le métal du char soviétique et la sombre technologie artificielle créée dans les laboratoires de la SS. Cela explique ce brouillard noir dont parlaient les témoins. Ce n'était pas de la fumée de gazole, c'était un trou dans l'espace à travers lequel l'équipage passa comme par une porte ouverte. Mais le plus effrayant dans le journal, c'est la description de l'interrogatoire du seul scientifique allemand survivant qui accompagnait la cargaison. Il s'appelait Friedrich Richter. On le trouva dans la forêt, complètement grisonnant, alors qu'il n'avait que 30 ans. Il était assis sous un arbre et traçait des formules sur le sol avec une brindille. Lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé, il se mit à rire. Il rit jusqu'à ce que le sang coule de sa gorge. Dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui était inséré entre les pages du journal, ces paroles sont consignées. « Vous pensez avoir gagné. Vous avez simplement réveillé le gardien. Ce char, il n'était pas vide. Il y avait toujours quelqu'un dedans. Et ce, avant même que vos hommes n'y montent. Nous transportions la clé, et vous avez amené la serrure. Que voulait-il dire par « le gardien » Richter affirmait que l'alliage dont le char était fait était en soi une forme de vie. Une vie silicique, endormie dans le réseau cristallin du métal depuis des millions d'années. Et la fureur du combat, le sang, l'électricité, la peur, tout cela devint le milieu nutritif qui l'éveilla. L'équipage du char IS-2, selon l'allemand fou, cessa de contrôler la machine après le premier tir. Ils devinrent partie du système nerveux du gardien. Ils lui donnaient bien les coordonnées des cibles et ils leur donnaient l'immortalité et la protection. C'est pourquoi ils ne se noyèrent pas, c'est pourquoi ils purent sortir de l'eau sec, comme certains l'affirmaient en chuchotant. L'eau s'écartait simplement devant eux. Après cet interrogatoire, Richter fut transféré dans un institut fermé près de Moscou. Et il y vécut encore 5 ans, travaillant dans un isolement total. Il développait pour l'URSS des systèmes de protection contre quoi? Contre l'influence psychotronique? Non. Il développait des écrans capables de bloquer l'appel du métal. Apparemment, la direction soviétique craignait sérieusement que le produit 07 puisse appeler ses semblables. Imaginez des milliers de chars en conservation qui soudain démarrent d'eux-mêmes et commencent à se déplacer, obéissant à une intelligence unique non humaine. Cela semble délirant, mais en 1948, un ordre secret fut transmis à toutes les unités de chars d'équiper les lieux de stationnement des véhicules de circuit de mise à la terre de type renforcé.
pourquoi mettre à la terre un char dont la batterie est débranchée? Pour éliminer l'électricité statique ou pour empêcher un signal de pénétrer à l'intérieur. Et maintenant, revenons à Viktor Korneyev et à ses étranges dessins. Les chercheurs qui eurent accès aux copies de ces dessins à la fin des années 90 les chargèrent dans un super ordinateur. Ils cherchaient une correspondance avec des cartes du ciel étoilées, des schémas de circuits intégrés, des plans de ville. Et la machine donna un résultat qui coupa le souffle au programmeur. Les dessins de Korneyev sont la projection d'un cube à 4 dimensions sur un plan bidimensionnel. Un tesseract, une figure qui ne peut exister dans notre monde tridimensionnel. Comment un simple mécanicien pouvait-il dessiner ce que les mathématiciens ne faisaient que commencer à théoriser? La réponse est simple et effrayante. Il l'avait vu. Là, sous l'eau ou au moment de cette explosion sur le pont, il était sorti de notre dimension. Il avait vu un monde où le temps n'est pas une ligne droite, mais un cercle fermé, où passé, présent et futur existent simultanément. C'est pourquoi il savait que le capitaine allemand Strauss était déjà mort, bien que celui-ci appuyait encore sur la détente. C'est pourquoi il put diriger le char de manière à ce que l'obus passe à côté. Il ne devinait pas, il s'en souvenait. Comme nous nous souvenons d'hier, pour lui ce combat s'était déjà produit 1000 fois, et il choisissait simplement la variante des événements, où il restait en vie. Le journal du curateur s'interrompt au milieu d'une phrase. La dernière note, datée du 5 mars 1953. Le jour de la mort de Staline. Une coïncidence. Peu probable. Ce jour-là, tout le système de sécurité du pays se figea dans l'attente de changement. C'est précisément ce jour-là, comme l'écrit le curateur, que l'objet dans le sous-sol commença à pulser. De quel objet parle-t-on? De ce même char qui aurait été transporté sur un polygone, ou de quelque chose qui fut extrait du camion allemand. La note dit « Il sent que le maître est parti. Il cherche à se libérer. Les murs chauffent. Nous ne pouvons le retenir. J'entends leur voix. Ils m'appellent. » Qui appelait? L'équipage ou ceux qui étaient là avant eux. Après cette note, le curateur disparut. Son appartement fut trouvé vide, la porte était verrouillée de l'intérieur, les fenêtres fermées. Sur la table se trouvait une tasse de thé à moitié bue, qui était encore tiède lorsque les agents enfoncèrent la porte. L'homme s'était simplement évaporé, mais sur le mur au-dessus du lit était gravé le même mot que dans le journal et sur la couverture du dossier. Chronos. Et encore un détail qui ne fut pas inscrit au procès verbal, mais dont l'un des témoins se vanta. Sur le sol, au milieu de la pièce, se trouvait une trace de chenille de char. Une trace enfoncée dans le parquet, comme si un véhicule de plusieurs tonnes avait traversé l'appartement, dans un appartement au 5e étage d'un immeuble stalinien. Cette histoire avec le curateur nous amène à un tout nouveau niveau de compréhension. Le combat sur le pont n'était pas simplement un épisode militaire, c'était une expérience cruelle et cynique, dans laquelle Allemands et Russes, sans le savoir, jouaient la même pièce, écrite par quelqu'un d'autre, peut-être ces mêmes hommes en gris qui apparaissent toujours sur les cendres de l'histoire. Ils opposèrent deux technologies, deux visions du monde pour voir ce qui résulterait de l'annihilation. Et voici que nous arrivons au plus intéressant, ce qui se produisit en 1954 sur un polygone secret dans les steppes du Kazakhstan. L'opération Boule de neige. C'est ainsi que furent officiellement appelées les manœuvres avec utilisation d'armes nucléaires, les manœuvres de Totsk. Mais peu savent qu'en parallèle, dans un autre secteur, se déroulait un autre test, nom de code Résonance. Les militaires tentèrent de reproduire les conditions du combat sur le pont. Ils construisirent une copie exacte de ce pont en bois. Ils y placèrent un char IS-2 réformé, saturèrent son blindage de cette même composition dont la recette avait apparemment été arrachée à Korneyev ou trouvée dans des documents de guerre, et au lieu de chars allemands, ils utilisaient là de puissants émetteurs imitant le choc énergétique de cette fameuse Oméga. L'objectif était simple, obtenir une machine invulnérable, capable de se déplacer dans l'espace, un char téléportant, le rêve de tout général. Ils actionnèrent l'interrupteur, les générateurs hurlèrent. L'air autour du char commença à frémir et à changer de couleur, devenant violet. Les observateurs dans le bunker retinrent leur souffle, et soudain, le char disparut. Il se dissout simplement. Et à sa place apparut un tourbillon, aspirant l'air, la poussière et la lumière.
Mais l'expérience ne se déroula pas comme prévu. Le tourbillon ne se referma pas, il commença à grandir. On n'en entendit un son, ni le grondement de moteur, ni des explosions. C'était un hurlement, des milliers de voix criant de douleur et de rage simultanément. Les instruments enregistrèrent que la température au centre du tourbillon chuta au zéro absolu, puis de cette noirceur quelque chose sortit. Ce n'était pas un char, c'était quelque chose d'informe, constitué de filaments métalliques entrelacés et d'amas d'énergie. Cela n'exista que quelques secondes avant que le système de protection d'urgence ne se déclenche. Le polygone fut recouvert d'une bombe à vide, détruisant tout ce qui était vivant et non vivant dans un rayon d'1 kilomètre. Qu'était-ce ? L'essence du gardien ou l'image déformée, mutée dans l'intemporalité de ce tout premier IS-2 ? Dans le rapport final de l'expérience figure la résolution du maréchal Zhukov, arrêté, oublié, bétonné. Et l'endroit où cela s'est produit fut effectivement recouvert d'une couche de béton de 5 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, il n'y a là qu'une surface grise et lisse au milieu de la steppe, où rien ne pousse et où les oiseaux ont peur de se poser. Les bergers locaux contournent cet endroit à 10 km, l'appelant la calvitie du diable. Mais le lien entre cette expérience et notre équipage est direct. Dans la liste du personnel ayant assuré l'expérience résonance figure le nom de Sokolov. Ce même commandant de char? Non, son fils Alexei Sokolov. Il suivit les traces de son père, devint ingénieur militaire et apparemment tenta de résoudre le mystère qui avait brisé la vie de sa famille. Il mourut lors de cette expérience. Officiellement dans l'exercice de ses fonctions, officieusement, il fut aspiré dans ce même entonnoir. Il y entra de lui-même lorsqu'il entendit la voix de son père. Imaginez la tragédie de ce moment. Un fils cherchant son père à travers le temps et l'espace, et un père enfermé dans un combat infini sur un pont en flammes. Se sont-ils rencontrés ou le temps les a-t-il fait se manquer ? Dans les archives de la famille Sokolov est conservée une lettre qu'Alexei écrivit à sa mère avant de partir pour le polygone. « Maman, je sais où est papa. Il n'est pas mort. Il attend. Je dois ouvrir la porte. » Cela confirme que l'équipage de l'IS-2 n'était pas mort pour leurs proches, mais disparu. Ils sentaient que l'histoire n'était pas terminée. Maintenant, regardons la carte. Si l'on trace une ligne droite du pont du Diable en Pologne jusqu'au polygone au Kazakhstan et qu'on la prolonge, elle aboutit exactement à l'endroit de la chute du météorite de la Tunguska. Coïncidence ? La géométrie sur le globe est une chose têtue. 3 points sur une même ligne. 3 points de percée, le météorite naturel, le pont de combat et le polygone scientifique. Cela ressemble à une antenne géante tendue à travers un demi-continent. Qui l'a construite ? La nature ou nous-mêmes, en jouant avec le feu, traçons-nous ces méridiens énergétiques ? Dans l'une des vieilles bibliothèques de Leningrad, j'ai réussi à trouver un livre publié en 1912, Mystique des nombres et géographie du pouvoir. L'auteur, un certain professeur Bekhterev, homonyme du célèbre psychiatre, lui-même sous pseudonyme. Il y a un chapitre sur les ponts errants, des ponts qui relient, non pas 2 rives mais 2 mondes. L'auteur affirme que de tels endroits exigent un sacrifice, du sang et du fer. Et si le sacrifice est offert, le pont s'ouvre. Le combat du 12 août fut le sacrifice idéal. 8 des meilleures machines allemandes, une légende soviétique, une mer de feu et de fureur. Nous avons donné au pont ce qu'il voulait, et il s'est ouvert. Mais qui est passé par lui de notre côté ? N'avons-nous pas laissé entrer quelqu'un dans notre monde pendant que nos héros partaient dans l'autre ? Rappelez-vous le comportement étrange des troupes allemandes après le combat. Elles ont fui. Rappelez-vous Sidov Richter. Rappelez-vous les techniciens du polygone. Ils ont tous vu quelque chose qui leur inspirait une terreur primitive. Peut-être que le gardien n'est pas un protecteur. Peut-être est-ce un prédateur qui se nourrit de guerriers, et l'IS-2 est devenu son corps, son avatar dans notre monde. Nous savons déjà que le char n'est ni dans la rivière, ni au musée. Mais il existe des témoignages qu'une machine similaire a été vue lors d'autres conflits. En Corée en 50, au Vietnam en 68, en Afghanistan en 82. Toujours dans le brouillard, toujours au moment critique, quand nos troupes étaient au bord de l'anéantissement, apparaissait un char solitaire sans signe distinctif, avec des écoutilles hermétiquement fermées
qui détruisait l'ennemi avec une précision surnaturelle et disparaissait sans laisser de traces. Les soldats l'appelaient l'IS éternel. Légende, folklore ou Victor Korneyev et son équipage sont-ils vraiment devenus des gardiens éternels, condamnés à combattre infiniment, sautant de guerre en guerre, protégeant les leurs, mais sans possibilité de rentrer chez eux? Si c'est le cas, alors leur destin est encore plus tragique que la mort. Être enfermé dans une boîte de conserve, n'entendre que le fracas des tirs, ne voir dans le viseur que des ennemis, et cela pour l'éternité, sans sommeil, sans repos, sans espoir. Ce n'est pas le paradis des héros, c'est le purgatoire, et chaque tir les rapproche non pas de la victoire, mais du combat suivant. Imaginez une gorge brûlante où les pierres fondent sous le soleil et où l'air tremble de chaleur. Un groupe de forces spéciales du GRU exécute une mission de recherche de caravane d'armes. Ils entrent dans une ramification isolée de la gorge qui n'existe pas sur les cartes. Et là, à l'ombre d'un rocher surplombant, ils trouvent une grotte. Son entrée est anormalement régulière, comme découpée au laser dans la roche granitique. Le commandant du groupe, un major dont nous appellerons simplement le nom de famille sévère, donne l'ordre d'inspecter. Ils entrent à l'intérieur, s'attendant à voir un dépôt de munitions des Moudjahidines, mais elles voient ce qui fait baisser les armes automatiques à des combattants expérimentés ayant traversé le feu et l'eau, et les figent dans la stupeur. Au milieu d'une immense salle de grotte, couverte d'une couche de givre, par 50 degrés de chaleur à l'extérieur, se dresse un char. Ce n'est ni un T-62 ni un T-72, c'est un mastodonte d'une autre époque, un char lourd IS-2. Son blindage est découvert de cicatrices, de profondes rainures de projectiles, de bords fondus, de traces de jets cumulatifs. Mais le plus terrible, c'est le numéro sur la tourelle, 124. Ce même numéro, ce même char qui a disparu du fond de la rivière polonaise, qui a été vu au polygone du Kazakhstan et qui se tenait maintenant ici à 1000 km et 40 ans de son dernier combat. Le major Sévère ordonna aux radios de contacter le centre, mais l'éther restait silencieux. Dans la grotte, c'était une zone morte. Les ondes radio y mouraient. Alors le major s'approcha du char. Il posa sa main sur le blindage. Il n'était pas simplement froid. Il brûlait d'un froid glacial, comme si le char venait d'arriver de l'espace ouvert, et il vibrait. Ce même grondement basse fréquence dont le conservateur avait écrit dans son journal, le char respirait. À ce moment, l'écoutille du mécanicien conducteur s'ouvrit en grinçant. Les combattants levèrent leurs armes, et du gouffre noir de l'écoutille, personne ne sortit. Mais de là s'envola une petite boîte métallique, ressemblant à un étui à obus. Elle heurta le sol de pierre et roula jusqu'au pied du major, puis se produisit ce qui changea à jamais la psyché de tous les présents. Le char rugit. Le moteur démarra du premier coup, projetant un nuage de fumée bleuâtre qui sentait non pas le gazole, mais l'ozone et l'orage. La machine de plusieurs tonnes claqua des chenilles, pivota sur place avec une grâce impossible pour une telle masse et fonça droit vers le mur de la grotte. Il n'y eut ni choc ni explosion. Le char passa simplement à travers le granit comme un couteau à travers du beurre. La pierre ondula comme de l'eau, laissant passer le corps d'acier et se referma derrière lui. Il ne resta que l'odeur d'ozone et le givre sur le sol. Le groupe de forces spéciales resta seul dans la grotte vide, serrant dans leurs mains des armes automatiques inutiles et regardant le mur aveugle. Que contenait cet étui? Le major Sever le livra à Moscou personnellement. À l'intérieur se trouvait un journal de bord, mais ce n'était pas un journal de comptabilité ordinaire. C'était la chronique d'un voyage impossible. Les pages étaient remplies de l'écriture du commandant Sokolov, mais l'encre changeait de couleur, d'abord violette, soviétique des années 40, puis noire, habillée des années 60, puis d'étranges symboles lumineux. Les experts qui ouvrirent le journal dans un centre fermé à la fin des années 80 vieillirent en une seule nuit. Les entrées décrivaient des combis qui n'existaient pas dans les manuels d'histoire. 20 octobre 1956, Budapest. Nous couvrions le retrait d'une colonne de blessés. Nous avons détruit 2 entités. Des entités, ni des chars, ni des soldats ennemis. Yes, des entités. 15 janvier 1969, Damansky. Nous tenions le périmètre.
La glace fondait non pas du feu, mais de leur souffle. De qui écrivait-il ? La dernière entrée du journal était datée du 12 août 1999, une date du futur au moment de la découverte du journal. Il y était écrit « Le cercle se referme. Nous sommes fatigués. Le métal est au fatigué, mais le puits est toujours ouvert. Nous partons pour le dernier tour. Si vous lisez ceci, c'est que nous avons réussi. Ne nous cherchez pas.